À l'automne 2024, Israël a exécuté ce que plusieurs analystes de la défense ont décrit comme l'une des opérations de renseignement les plus sophistiquées de l'histoire de la guerre moderne. L'opération a systématiquement perturbé le réseau de communication de terrain du Hezbollah et éliminé le chef de l'organisation depuis 30 ans. Des analystes de premier plan ont alors déclaré qu'il faudrait une décennie au Hezbollah pour s'en remettre. 18 mois plus tard, selon les propres déclarations du Hezbollah et les observations de plusieurs sources de surveillance indépendantes, l'organisation affirme avoir stoppé l'avancée d'unités blindées israéliennes dans les rues de Binjebei. Prenez un moment pour mesurer ça. Cette vidéo ne vise pas à prendre parti. Elle vise à poser une question stratégique précise que presque personne dans la couverture médiatique dominante ne pose en ce moment. Si les évaluations postérieures à 2024 sur l'affaiblissement du Hezbollah étaient exactes, alors que s'est-il passé exactement à Binjebei? Et si ces évaluations comportaient un angle mort, où se situe précisément cet angle mort? Pour répondre à cette question, je vais vous faire traverser 3 niveaux d'analyse. Premièrement, les preuves vérifiables sur le terrain concernant ce qui s'est réellement déroulé. Deuxièmement, l'architecture organisationnelle qui explique pourquoi le Hezbollah conserve une capacité de reconstitution indépendamment des pertes au sommet de sa direction. Troisièmement, il y a la partie qui touche directement votre vie financière, la réaction géopolitique en chaîne qui transforme les décisions prises dans ces collines en coût de la vie, ici et maintenant. Mais avant d'y arriver, il existe un schéma historique dont presque personne ne parle et il se répète avec une constance troublante. Commençons par ce que nous pouvons réellement vérifier. À l'été 2006, les forces terrestres israéliennes sont entrées à Binjebei en s'attendant à une opération rapide. Ce qu'elles ont rencontré, c'est une forme de combat urbain rapprochée, si coûteuse, qu'elle a mené à une enquête gouvernementale officielle, la commission Winograd, qui a conclu que l'armée israélienne était entrée dans ce conflit sans préparation adéquate pour le terrain et les tactiques spécifiques auxquelles elle faisait face. C'est pas une opinion. C'est une conclusion institutionnelle documentée par le propre gouvernement d'Israël. Avançons maintenant jusqu'au 17 septembre 2024. Des milliers d'opérateurs du Hezbollah à travers le Liban ont été simultanément neutralisés lorsque des téléavertisseurs ont explosé sans avertissement. L'opération a été confirmée par l'Associated Press, Reuters et la BBC. Selon tous les critères techniques accessibles aux analyses du renseignement de sources ouvertes, elle représentait un niveau extraordinaire d'infiltration de la chaîne d'approvisionnement. Le 27 septembre 2024, des frappes aériennes israéliennes ont tué Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah depuis plus de 30 ans. Une information confirmée simultanément par toutes les grandes agences de presse. Un cessez-le-feu négocié par les États-Unis est entré en vigueur le 27 novembre 2024. Maintenant, c'est ici que les données deviennent vraiment importantes. L'évaluation rapide des dommages et des besoins au Liban de la Banque mondiale a documenté des coûts totaux liés au conflit de 14 milliards de dollars pour le Liban, couvrant uniquement la période de 2024. Amnesty International a recensé des dommages ou la destruction de plus de 10 000 bâtiments et structures entre octobre 2024 et janvier 2025. L'organisme Save the Children a documenté la destruction de plus de 60 écoles. Le ministère libanais de la Santé a recensé des dommages à 68 hôpitaux et à 63 établissements de soins de santé primaires. Ce ne sont pas des affirmations de champs de bataille provenant d'un camp ou de l'autre. Ce sont des chiffres provenant d'institutions indépendantes qui n'ont aucun intérêt militaire dans l'issue du conflit. Et, selon des chercheurs d'organisations dont l'International Crisis Group, le modèle organisationnel du Hezbollah, un réseau décentralisé de cellules semi-autonomes avec des armes prépositionnées et un terrain préalablement étudié a été spécifiquement conçu pour survivre exactement à ce type de perturbation de leadership. Ce qui soulève la question que les données vérifiées nous obligent à affronter. Si l'infrastructure a survécu, si les armes étaient prépositionnées, si l'architecture organisationnelle avait été construite pour assurer la continuité, alors qu'est-ce que la campagne de 2024 a réellement changé sur le terrain? La réponse se trouve à un niveau plus profond, et elle commence par un angle mort qu'aucun drone ne peut photographier.
Voici la question que les analystes stratégiques débattent maintenant ouvertement. L'évaluation israélienne postérieure à 2024 a-t-elle mesuré la bonne chose? Éliminer un commandant supérieur compte, perturber un réseau de communication compte, mais les chercheurs qui étudient les conflits asymétriques, y compris des analystes de la RAND Corporation et de l'International Crisis Group, documentent depuis longtemps une distinction cruciale. Il y a une différence entre affaiblir la couche dirigeante d'une organisation et affaiblir sa mémoire organisationnelle. Et le Hezbollah, au fil de 4 décennies de conflit avec Israël, a bâti quelque chose qui fonctionne indépendamment de toute personne unique au sommet. Pensez à ce que cela signifie sur le plan structurel. Lorsqu'un commandant de cellule est éliminé, le combattant qui le remplace connaît déjà le terrain, connaît déjà la mission, sait déjà où les armes sont stockées. La transition n'est pas une crise. Selon des chercheurs qui ont étudié la culture interne du Hezbollah, elle fonctionne davantage comme un rituel auquel le cadre idéologique de l'organisation a précisément préparé ses membres. Maintenant, regardez le schéma historique. Après l'invasion du Liban en 1982, le Hezbollah a émergé comme une force plus structurée qu'auparavant. Après l'opération Raisin de la colère en 1904-26, l'organisation s'est reconstituée et a élargi son arsenal de roquettes. Après la guerre de 2006, la même guerre qui a produit les conclusions de la commission Winograd, le Hezbollah a reconstruit son infrastructure dans le sud du Liban en quelques années, déployant finalement un inventaire d'armes de précision beaucoup plus important que celui qu'il possédait avant le conflit. En suivant ce comportement organisationnel sur plus de 4 décennies, les analystes observent un schéma constant. La pression militaire perturbe le Hezbollah. Elle ne l'a pas encore démantelé de façon permanente. C'est une perspective. Et l'honnêteté intellectuelle exige de présenter l'argument opposé avec la même rigueur. Des responsables de la défense israélienne et un certain nombre d'analystes stratégiques occidentaux soutiennent que la campagne de 2024 a accompli quelque chose que les cycles précédents n'avaient pas réussi à faire. L'élimination de Nasrallah, figure de leadership singulière qui avait guidé la doctrine stratégique de l'organisation pendant plus de 30 ans, représente selon eux une perturbation qualitativement différente. Ils soutiennent qu'aucune architecture organisationnelle ne compense pleinement la perte d'un tel niveau d'autorité institutionnelle et de réseau personnel. Plusieurs analystes du Washington Institute for Near East Policy ont suggéré que la reconstitution du Hezbollah, bien que réelle, se déroule à un rythme plus lent et avec davantage de friction interne que ne le laisse entendre la posture publique de l'organisation. La communauté internationale ajoute une troisième couche entièrement distincte. Les Nations Unies, Amnesty International et plusieurs États membres ont documenté et condamné le bilan civil des opérations militaires au Liban, tant durant l'invasion de 2024 que dans la période qui a suivi. Leur position n'est pas principalement stratégique, elle est humanitaire et juridique, et elle introduit une dimension que l'analyse purement militaire sous-estime constamment. Chaque hôpital détruit, chaque famille déplacée, chaque école démolie, c'est pas seulement une statistique humanitaire, c'est un environnement de recrutement, c'est un récit de légitimité. C'est le sol dans lequel pousse le prochain cycle organisationnel. Et c'est ici que l'analyse à contre-courant, que presque aucun commentaire dominant ne dira à voix haute, devient pertinente. Certains analystes indépendants, y compris des voix situées à l'extérieur du consensus politique occidental traditionnel, ont commencé à poser une question plus inconfortable. La poursuite de ce conflit à un niveau d'intensité contrôlé sert-elle simultanément les intérêts institutionnels de plusieurs parties? Cycle d'approvisionnement militaire, levier d'influence régionale, consolidation politique intérieure, ce ne sont pas des accusations complotistes. Ce sont des incitatifs structurels que les politologues analysent couramment dans d'autres contextes de conflit. Les données ne répondent pas définitivement à cette question, mais elles nous forcent à la poser. Parce que voici ce que montre le dossier vérifié. 4 décennies, 4 grands cycles d'escalade, la même géographie, la même question fondamentale non résolue de savoir qui contrôle les armes sur le territoire libanais. Et après chaque cycle, la même conclusion, une résolution purement militaire demeure insaisissable. Ce schéma n'est pas un accident, et il n'est pas sans conséquence pour des gens très loin de la région.
C'est exactement ce qu'il faut aborder maintenant. Vous regardez peu, être ceci depuis Hanoï, Jakarta ou n'importe quel endroit qui semble confortablement éloigné des collines du sud du Liban. Voici pourquoi cette distance est une illusion. La Méditerranée orientale n'est pas simplement une zone de conflit, c'est un corridor énergétique. Les routes de transit du pétrole et du gaz qui relient les producteurs du Golfe au marché européen passent par une région où l'instabilité prolongée influence directement les primes d'assurance maritime. Lorsque ces primes augmentent, les coûts de transport augmentent. Lorsque les coûts de transport augmentent, le prix de tout ce qui circule par mer augmente avec eux. Cela inclut les composants à l'intérieur de l'appareil sur lequel vous regardez ceci en ce moment. Prenez un moment pour mesurer ça. La Banque mondiale a déjà documenté une baisse de 1% du PIB réel du Liban pour la seule année 2024. Un pays qui absorbe des cycles consécutifs de conflits sans financement fonctionnel pour la reconstruction devient, par définition, une soupape de pression pour la migration régionale. L'Europe a déjà connu cette dynamique. Les déplacements massifs de population transforment les marchés du travail, mettent les systèmes sociaux sous pression et génèrent le type d'instabilité politique auquel les banques centrales sont forcées de répondre avec des outils qui influencent les taux d'intérêt à l'échelle mondiale. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Le coût d'emprunt, la marge de votre entreprise, votre taux hypothécaire, ces éléments ne sont pas isolés des cycles géopolitiques au Moyen-Orient. Ils en sont les effets en aval. Il existe un mécanisme de transmission plus immédiat que les analystes d'institutions, notamment le Fonds monétaire international, signalent constamment. Lorsque le risque de conflit régional augmente dans le corridor MENA, c'est-à-dire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les investisseurs institutionnels réduisent leur exposition aux marchés émergents dans leur ensemble, et pas seulement à la zone de conflit. Les capitaux sortent, les monnaies locales subissent des pressions à la dépréciation, les coûts d'importation augmentent. Pour les économies d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud et d'Afrique, qui dépendent fortement des importations d'énergie et de produits alimentaires de base, ce n'est pas un risque abstrait. C'est un mécanisme d'inflation qui a une adresse très concrète. Les familles du nord du Liban qui ont perdu leur maison, les agriculteurs de la vallée de la Bekaa, les enfants dont les écoles sont devenues autre chose que des écoles, leur souffrance n'est pas un titre lointain, c'est une variable dans l'équation économique qui recalcule discrètement, continuellement, les chiffres de votre propre vie. Et la force qui anime cette équation n'a pas encore trouvé sa résolution, ce qui nous amène à la question à laquelle personne dans ce conflit ne peut encore répondre. Voici la conclusion inconfortable que les données nous obligent à tirer. Aucune partie à ce conflit n'a obtenu un résultat décisif et durable, ni après 1982, ni après 2006, ni après 2024. Chaque cycle se termine avec la même géographie, la même question non résolue et une population civile qui absorbe les coûts cumulés de chaque round. L'équation militaire n'offre aucune solution propre d'un côté comme de l'autre. Israël ne peut pas éliminer le Hezbollah uniquement par la force sans provoquer des conséquences qui dépasseraient le problème de sécurité initial. Le Hezbollah ne peut pas vaincre militairement Israël. Les deux organisations peuvent infliger des coups. Les deux peuvent survivre, les deux peuvent se reconstituer. Et les gens qui ont le moins voix au chapitre dans le déclenchement de ce cycle continuent de payer le prix le plus élevé pour sa continuation. Alors, voici la question que je vous laisse. Dans un conflit où aucune solution militaire n'existe, qui bénéficie le plus de l'absence d'une solution politique? Réfléchissez-y attentivement. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.